L'affirmation de l'État monarchique dans le royaume des Capétiens et des Valois constitue le cinquième chapitre d'histoire de la classe de cinquième. Le sacre dans la cathédrale de Reims permet au roi d'avoir un prestige exceptionnel, mais il dispose en réalité au Xe siècle de bien peu de pouvoir. En effet, depuis la chute de l'empire de Charlemagne, le pouvoir est passé en réalité aux mains des grands seigneurs, des ducs et des comtes du royaume. La problématique du chapitre est la suivante: comment les rois de France affirment-ils leur pouvoir face aux grands seigneurs, et comment parviennent-ils à imposer un État monarchique puissant entre le XIe et le XVe siècle? Hugues Capet est élu roi de France par les grands seigneurs en 987. Il fonde alors la dynastie capétienne. Les premiers rois capétiens sont des rois faibles, car leur autorité est très maigre face aux grands-ducs ou comtes du royaume, qui ne lui obéissent que très peu. À l'époque, le royaume est basé sur le régime féodal, où le suzerain offre sa protection et une terre à un vassal, en échange de conseils et d'une aide financière et militaire. Les grands seigneurs disposent de nombreux vassaux, qui leur permettent de se constituer une armée, et ainsi rivaliser avec le roi, qui est pourtant censé être à la tête de la pyramide féodale. Les premiers rois capétiens n'exercent leur autorité que sur le domaine royal, qui va à l'époque de Paris jusqu'à Orléans. Les grands seigneurs sont extrêmement puissants, comme le duc de Bourgogne par exemple. Philippe Auguste va agrandir le domaine royal en confisquant les terres du roi d'Angleterre dans le royaume de France. Il l'agrandit également en mariant des membres de sa famille et surtout en remportant de grandes batailles, comme celle de Bouvines en 1214, ce qui lui procure une grande autorité auprès des seigneurs du royaume. Les Capétiens renforcent l'administration du royaume en s'installant avec leurs conseillers à Paris, tout en nommant partout dans le domaine royal des baillis et des sénéchaux pour représenter le roi en termes de justice et de levée d'impôts. Le roi capétien Louis IX, dit Saint Louis, va imposer l'écu comme monnaie royale dans tout le royaume. Cela va permettre d'unifier le territoire et de faciliter la levée de l'impôt. Il prend cette décision grâce à des ordonnances royales qui lui permettent de gouverner plus efficacement. La monarchie est désormais beaucoup plus puissante. En 1328, le roi Charles IV meurt sans héritier. Les grands seigneurs du royaume refusent que le roi d'Angleterre, neveu de Charles IV, devienne également roi de France. Ils choisissent alors Charles de Valois, le cousin de Charles IV, pour monter sur le trône. Pendant plus de 100 ans, le pouvoir royal va être contesté et une guerre va éclater entre le royaume de France d'un côté et les Anglais alliés des Bourguignons de l'autre. Le tournant de la guerre a lieu entre 1428 et 1430, quand Jeanne d'Arc, une jeune bergère originaire de Domrémy, entend des voix et part avec l'armée du roi Charles VII libérer la ville d'Orléans. Charles VII est ainsi couronné roi de France à Reims et l'avancée des Anglais est stoppée. Jeanne d'Arc, quant à elle, meurt sur le bûcher à Rouen, capturée par les Bourguignons et livrée aux Anglais. Par la suite, Charles VII va réorganiser son armée et remporter de nombreuses batailles face aux Anglais, qui perdent Paris, la Normandie et enfin la Guyenne, où la victoire française à Castillon en 1453 met enfin un terme à une guerre de plus de 100 ans. Les Valois vont considérablement augmenter les impôts royaux, en inventant notamment la taille royale et la gabelle. Les impôts sont désormais permanents, mais ne sont pas forcément payés par tous, ce qui entraîne de grandes inégalités. Les Valois vont réorganiser l'armée en la professionnalisant et en la rémunérant. Cette armée devient donc permanente et permet un contrôle plus aisé du royaume. Après la guerre de Cent Ans, les Valois vont continuer leur conquête en récupérant notamment tous les territoires du duc de Bourgogne, Charles le Téméraire à sa mort. Le roi de France Louis XI triomphe donc des derniers seigneurs qui résistent encore au pouvoir royal.